la voiture, je suis de moins en moins favorable parce qu'on ne maîtrise pas son temps dans les déplacements en voiture. J'évite d'aller en ville. C'est compliqué de se déplacer. Je vais utiliser les transports en commun, mais malgré tout, ça me pose un problème dans le sens par rapport aux horaires qui s'arrêtent relativement tôt, minuit, voilà. Et ce qui fait que on est obligé de prendre la voiture pour pouvoir rentrer le soir. Le seul transport en commun qu'il y a, j'ai le tram. Le tram qui m'emmène à la Part-Dieu, puis partant de la Part-Dieu, après, il faudrait que je prenne le métro ou un autre tramway. Il faut changer en permanence, là, je préfère prendre ma voiture pour ça. Prendre peut-être 4 bus pour arriver chez les amis, 4 transports différents, c'est un peu compliqué, alors que la voiture, c'est facile, on se garde devant chez eux. Le vélo, j'en ai fait au début, qu'il y avait les vélos en location. Et puis, maintenant, ça m'inquiète un peu. Bon, j'ai 72 ans, je ne vais pas m'embêter à avoir un problème avec un vélo. Je prends quand même moins de risques à pied. Et deuxièmement, c'est aussi bon pour la santé. Je suis aux aguets quand je suis à bicyclette parce que je pense qu'on est peu visible et si on n'est pas sur une voie justement dédiée à la circulation des vélos, on est guère en sécurité. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un peu la jungle, que ce soit vélo électrique, trottinette, piéton. Il faut faire extrêmement attention, très vigilant, parce que ça arrive, vous ne voyez pas. Je pense qu'on a un effort à faire en matière de respect de l'autre sur la voie publique. Voilà, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci de nous suivre si vous êtes avec nous depuis ce matin pour cette conférence nationale de la sécurité routière sur la mobilité des seniors. Alors on a vu ce matin combien la conduite pouvait être vécue comme vitale, comme un lien social. On vient de le réentendre d'ailleurs, hein, finalement. Le reste c'est trop compliqué, la voiture c'est la liberté d'une certaine manière. On a vu aussi que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, les seniors ne sont pas plus accidentogènes que d'autres. Ça, c'était une des idées reçues, en quelque sorte, qui circulent beaucoup. Mais on s'est aussi posé la question du dépistage des pathologies qui empêchent ou qui limitent la capacité de conduire et de la façon dont on accompagne ceux qui ne peuvent plus, qu'ils soient en l'occurrence seniors ou pas, pour prendre cette décision difficile qui est celle d'arrêter de conduire. Cet après-midi, avec Estelle Martin, on va très largement se poser la question des alternatives et des solutions. Estelle, c'est à vous. Oui. Effectivement, alors c'est vrai que là on évoquait tout ce qui est mobilité, que ce soit vélo, marche, transport en commun, et on va y revenir tout au long de l'après-midi, hein, vous l'avez dit Laurent, mais là on va s'intéresser à la mobilité qui va de pair avec l'autonomie, dit comme ça paraît logique, et ça l'est, il faut bouger mieux, et ça vous intéresse tout particulièrement. Stéphane Corbin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui a pris une ampleur encore plus, une importance plus grande encore depuis janvier 2021, donc c'est très récent. Alors pourquoi vous vous intéressez à ces questions de mobilité ? Alors vous venez de le rappeler, la CNSA est une institution assez récente puisqu'elle a une quinzaine d'années. Dans son terme, il y a l'autonomie, mais depuis le 1er janvier 2021, nous sommes la 5e branche de la sécurité sociale en charge de gérer le risque autonomie. Alors le risque autonomie, c'est peut-être quelque chose de très vague, mais notre rôle, c'est finalement de faciliter par de l'intervention publique la préservation de l'autonomie, le soutien à l'autonomie des personnes. Et il nous apparaît très naturel dans cette dimension-là d'intégrer en fait toutes les dimensions de vie des personnes. Évidemment, l'adaptation de l'habitat de la personne au fur et à mesure de son avancée en âge, mais aussi de soutenir tout ce qui va lui permettre de maintenir son autonomie par ses relations sociales, mais aussi par ses déplacements. Et on sait que l'avancée en âge, parfois, provoque un repli sur soi relativement important et va restreindre les déplacements. Les reportages à l'instant le montrent, la peur du transport en commun qui apparaît comme hostile, la crainte aussi parfois de prendre son véhicule, et
puis la peur dans certaines villes du trottoir, tout simplement. Oui, ou de marcher parce qu'on est dans un environnement qui peut paraître agressif si on ne va pas, si on n'a pas le même rythme en fait que les autres. Tout à fait. Et donc, notre rôle, à la fois en matière de prévention, mais aussi, dans d'autres cas, dans le cadre de plans de compensation de cette perte d'autonomie, eh bien, il est nécessaire de promouvoir des actions liées à la mobilité. Alors, vous le dites, nous avons pris un rôle nouveau depuis le 1er janvier 2021, mais disons-le aussi tout net, la question de la mobilité est parfois pas vue comme étant un sujet majeur. Nous pensons qu'il l'est réellement, au-delà de tout ce que l'on peut faire en matière, évidemment, de prévention de la perte d'autonomie. Alors justement, pourquoi il est majeur? C'est-à-dire, en fait, on a esquissé, c'est vrai, quelques pistes ce matin, effectivement, le lien social. Rien que la mobilité induit un lien social. On va chercher le pain, mais on ne va pas seulement chercher le pain, on va aussi discuter avec la boulangère. Donc, ce qui fait que est-ce que ça rend plus autonome le fait d'être mobile? Est-ce que vous avez des exemples concrets qui font qu'on se dit qu'il faut bouger bien, bouger mieux, et ça permet de prolonger son autonomie? Oui, tout à fait. Alors, je pense tout au long de l'après-midi, des témoignages le montreront sur le fait de développer l'activité physique, d'avoir une alimentation adaptée. Tout ça préserve l'autonomie, mais on oublie parfois que tout simplement de maintenir des déplacements, d'aller vers l'autre, est aussi un facteur qui maintient l'autonomie. Et c'est encore une fois, quelque chose qui est parfois un peu oublié comme n'étant pas vital et nécessaire. Et nous allons contre ces idées-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a une politique dite de soutien à l'autonomie des personnes, mais il faut qu'on s'intéresse tout simplement à ce qui correspond à sa vie quotidienne et comment on aide la personne, au fur et à mesure de son avancée en âge, à maintenir ses habitudes de vie quotidienne. Parfois, c'est tout simplement de continuer à aller chercher son pain, à aller promener son chien, à faire ces déplacements-là. Mais évidemment, aux côtés de cela, et avec l'ensemble des pathologies qui sont parfois, pas toujours, associées à l'âge, il est nécessaire d'adapter justement ces déplacements pour les rendre les plus sécures possibles. Et alors vous, concrètement, en tant que Caisse nationale, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Comment vous pouvez agir? Alors nous agissons d'abord par les moyens qui sont les nôtres en matière de prévention de la perte d'autonomie, puisque je le disais, nous finançons, sommes surtout connus pour financer les EHPAD, pour financer les interventions au domicile des personnes, comme les aides à domicile, mais nous avons aussi des crédits que nous déléguons aux conseils départementaux, à d'autres acteurs en matière de prévention de la perte d'autonomie. Et des soutiens financiers, des leviers financiers qui peuvent permettre. Des leviers financiers qui se transforment aussi par des orientations en matière de priorité de prévention. Il est nécessaire aujourd'hui de constater que les actions dites de soutien à la mobilité, notamment le soutien des mobilités alternatives, sont aujourd'hui on va dire, très minoritaire dans les actions de prévention conduites par l'ensemble des acteurs qui sont financés au titre des conférences de financeurs. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est aussi, par une approche beaucoup plus interministérielle, de favoriser justement le développement de ce type d'action. Et aujourd'hui, ce n'est pas assez interministériel, ça reste encore cantonné dans chaque ministère. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ça se développe, qu'il y ait plus de discussions? Et c'est aussi notre rôle de dire que la question de la prévention de la perte d'autonomie ne peut pas se confondre avec une approche uniquement sanitaire et qu'il est nécessaire d'avoir une approche beaucoup plus large. J'évoque là la mobilité puisque c'est le thème de la journée, mais qui est très lié à la mobilité. Le gouvernement vient de définir une stratégie de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Ces actions qui doivent conduire justement à renforcer le lien avec les personnes âgées, on voit bien que ça ne peut pas être qu'une approche sanitaire de la question, c'est une approche sociale, de relations sociales. La mobilité, c'est la même chose, elle ne peut pas se cantonner, si nous voulons avoir une démarche qui engage toute la société, nous ne pouvons pas la cantonner seulement à des actions très, très contenues. Et quelles sont les priorités aujourd'hui? C'est l'aménagement du territoire, par exemple, ou c'est trouver d'autres, enfin je pense que les deux se croisent, mais aussi trouver d'autres formes de mobilité. Pour vous, quelles sont ces priorités? Bien,
pour nous, la priorité, elle est peut-être triple. Elle est d'abord de sûrement beaucoup plus informer, communiquer, faire des actions d'information sur les questions de mobilité, de prévention, mais elle doit aussi beaucoup plus renforcer tout ce qui est accompagnement. Accompagnement des personnes en tant que telles par le développement des plateformes de mobilité qui existent sur le territoire, qui va faire qu'on va prendre en charge les personnes qui se restreignent par eux-mêmes de se déplacer ou qui ont des interrogations sur la manière de se déplacer de manière efficace, et puis accompagner les territoires. Parce que sur la question de la mobilité, nous devons évidemment interroger les territoires. Lorsque vous habitez dans des villes très denses, les problèmes ne sont pas les mêmes que lorsque vous habitez dans des territoires ruraux où l'alternative, par exemple, à la voiture est parfois très difficile, et que l'isolement est très difficile. Et donc, c'est ces deux éléments qui nous paraissent importants et sur lesquels nous avons des leviers. L'accompagnement des personnes, c'est plutôt notre levier traditionnel, mais nous essayons aussi de promouvoir à travers des fonds d'appui territoriaux des actions qui vont permettre de soutenir les territoires dans des démarches de bien vieillir. Tout reste à faire aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une prise de conscience, on a donné des chiffres ce matin en parlant d'une révolution démographique, est-ce que là la société est prête? Est-ce que vous, en tant qu'instance, est-ce que la CNSA est prête aussi pour prendre le relais? C'est vrai qu'on se pose toutes ces questions-là, parce que là on va aborder tout à l'heure, notamment avec Laurent et ses invités, différents types de mobilité, comment développer ces nouvelles formules. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette dynamique? Alors cette dynamique, elle est peut-être créée justement en créant une 5e branche et une responsabilité plus collective. Ça veut dire que tous les ans, l'Assemblée nationale va et les parlementaires vont discuter des politiques de l'autonomie. C'est un élément qui nous paraît très important, essentiel. Je dirais que nous avons 10 ans pour transformer la société. 10 ans parce que si on a un chiffre assez clair, c'est qu'entre 2020 et 2030, il y a 50% de personnes en plus dans la tranche d'âge 75-84 ans, qui est une population cible en quelque sorte pour la CNSA. En gros, si nous ne faisons rien, mais non pas en mettant plus de moyens, si nous ne transformons pas la société, dans son approche du vieillissement, là, nous aurons une difficulté. Dans son approche du vieillissement, eh bien, il y a son approche des mobilités, de rendre les transports beaucoup plus facilitants pour les personnes âgées, de rendre la coexistence de différents modes de circulation, là aussi, beaucoup plus adaptée au vieillissement de la société. En 10 ans, ça peut paraître long, mais c'est aussi très court. Oui, très court, parce qu'il y a quand même de vastes chantiers, si on vous suit, à mettre en place. Exactement. Écoutez, très bien. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, Stéphane Corbin. Et puis, on va suivre comment la CNSA va se développer, se positionner sur ce sujet. Et on vous parliez du fait des territoires, comment ils doivent réagir. Mais on va maintenant s'interroger aussi sur les attentes des seniors. Parce que finalement, on parle d'eux depuis ce matin. On les entend aussi, attention. Mais c'est vrai que comment on peut faire émerger les attentes des seniors en termes de mobilité? Eh bien, c'est la question que je vais poser à nos intervenants, que je vais rejoindre de ce pas. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Et les voici, donc nos intervenants, pour nous intéresser à cette mobilité des seniors et surtout comment les seniors, quelles sont leurs attentes? On se pose cette question avec vous, professeur Gilles Berru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérontologue, président fondateur du Gérontopôle des Pays de la Loire, responsable scientifique du département recherche du Gérontopôle, et avec moi Joël Messonnier, donc chargé de recherche en sociologie des transports et comportements de déplacement du CEREMA. Merci. Bonjour. Merci. Vous avez mené une grande étude. Vous allez nous expliquer une grande étude qui est sur 5 ans. Et là, vous êtes déjà à 2 ans. Donc, vous avez interviewé 27 ménages, justement pour savoir un peu quelles étaient leurs attentes. C'est sur la métropole de Lille. Juste peut-être une petite première question. Alors, je sais qu'on va parler des territoires. Ça tombe bien puisqu'on en parlait avec M. Corbin, que c'est important aussi. Mais les attentes des seniors, vous qui êtes à la tête d'un gérontopôle, est-ce qu'on la prend assez en compte, ces attentes-là? Alors en fait, la difficulté est la suivante, c'est que quand on fait une enquête sur les mobilités, en général, on s'oriente vers les offreurs de mobilité pour savoir s'ils prennent en compte le besoin des seniors. Et ils pensent honnêtement le prendre en compte. Et comment ? Par exemple, en disant les seniors se déplacent à 10h du matin alors que les gens qui travaillent se déplacent à 8h. Donc on va mettre des arrêts de bus pour 10h.
Ils n'essayent pas de savoir pourquoi ils se déplacent à 10 h du matin, c'est ce que vous me dites. Oui, et en fait, on se rend compte qu'ils se déplacent aussi à 8 h, les seniors, parce que devant le supermarché, les premiers à être avant que les portes s'ouvrent, ce sont les seniors. Donc en fait, ils n'attendent pas 10 h. Et donc finalement, entre la perception de ce qu'il faudrait faire pour les seniors et ce que veulent les seniors, il y a une grande différence. Et dans les seniors, il faut quand même distinguer, il y a 2 sous-populations quand même. Il y a les 60-75 et au-delà de 75. En termes de mobilité, ce n'est plus du tout les mêmes profils. Oui, effectivement. Et ça nous renvoie, mais c'est tout à fait dans le prolongement de ce que vient de rapporter Stéphane Corbin, c'est qu'on est en effet à la veille d'une transition démographique qui commence vers 2027 en termes d'autonomie, dépendance, pour se poursuivre jusqu'en 2050. Donc en fait, c'est vrai que le changement, ce n'est pas simplement que des expérimentations, des micro-actions, c'est penser le territoire en termes de mobilité senior pour l'avenir. C'est un mouvement de fond qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, 10 ans, c'est court, hein, c'est ce qu'on il faudrait que la contractualisation des territoires avec leur région, par exemple, comme ils ont déjà une exigence d'un diagnostic environnemental, ils aient un diagnostic longévité. Une expertise en fait des territoires sur ce... Prospective, et qui disent voilà, qu'est-ce que l'on va faire collectivement. Parce que c'est vrai que la réponse aux besoins, ce ne sont pas que des transports en commun, c'est aussi des transports individualisés qui peuvent passer d'ailleurs par la voiture avec un chauffeur, qui n'est pas forcément un service public, qui peut être aussi un service privé ayant une fonction publique. Donc on est où il peut y avoir aussi des transports solidaires, etc. Donc ce n'est pas la voiture ou le vélo. C'est des quantités de transports possibles, avec quand même une graduation assez curieuse, c'est que quand on habite dans un endroit où les services sont très proches, c'est là qu'on a le plus de transports en commun, en ville. Oui, et là où les services sont le plus loin, c'est là où il y a le moins de transports en commun, c'est-à-dire en zone soit périphérique, soit rurale. Et ce n'est pas le seul paradoxe, je pense qu'on va en avoir d'autres lors de cette discussion. Alors justement, Joël Messonnier, vous êtes allé à la rencontre donc de ces 27 ménages. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ce point-là? Effectivement, on a mené une enquête qui vient de commencer à l'hiver 2019-2020 et qui se reproduit. C'est un panel, donc on les réinterroge tous les ans. On a pu donc les interroger pour l'instant 2 fois. Effectivement, sur la grande différence entre l'hiver 2019-2020 et celui de 2020-2021, c'est forcément le confinement qui a énormément marqué les pratiques des personnes âgées. Ce qui nous a... une des choses qu'on a pu remarquer, c'est que les personnes âgées avaient parfois, dans certaines communes, été contactées par les collectivités pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir où est-ce qu'elles en étaient, est-ce qu'elles parvenaient à se déplacer, est-ce qu'elles avaient besoin d'aide. Et cette approche un peu individualisée, très spécifique à ce moment-là, a été finalement assez bien perçue et appréciée. Et je crois qu'il y a effectivement une vraie demande à laquelle on ne sait pas encore répondre, une forme d'individualisation du diagnostic, parce qu'effectivement, avant d'envisager de priver les seniors de leur voiture, il faut commencer par faire un état des lieux des alternatives que chacune a à ses dispositions. Et il ne suffit pas de dire qu'il y a des transports en commun. Dans les témoignages qu'on a eus, on a eu notamment une personne qui nous dit moi je prends ma voiture parce que je ne peux pas prendre le bus. Et en fait, il y avait un bus ou pas? Oui, il y avait un bus, sauf que prendre le bus, ça suppose d'avoir l'équilibre. Oui, ça c'est voilà. Un autre souci. Donc à chacun ses problématiques. Et donc effectivement, il y a tout un travail de diagnostic individuel qui est à mener. Aujourd'hui, en France, on a des personnes qui sont compétentes, qui savent faire ce genre de diagnostic, mais ce que l'on a pu remarquer, c'est un manque de notoriété finalement de ces aides qui sont offertes. Dans notre enquête, jamais à aucun moment quelqu'un nous a cité par exemple le site internet pourbienvieillir.fr. Personne ne nous a cité les centres locaux d'information et de coordination des seniors qui sont souvent pris en charge par les centres
communaux d'action sociale au sein des territoires. Il y a des associations, comme je pense dans certaines villes, l'association Compagnons du Voyage, qui aide les personnes âgées à se déplacer et à apprendre un nouvel itinéraire, par exemple. Voilà. Donc elles sont pas enfin, ces les dispositifs ne sont pas connus. Souvent ne sont pas connus. C'est un vrai point sur lequel on a des marges de progression à faire. Effectivement. Est-ce que ça vous surprend que ces dispositifs, comment mieux informer parce que c'est vrai que c'est gagnant-gagnant en fait. Ils savent ce qu'ils peuvent utiliser, vous savez ce dont ils ont besoin. Est-ce que ça vous surprend? Non, mais c'est toute la question. C'est une éternelle question. C'est le guichet où on peut se renseigner en matière de politique de l'âge. Voilà, ça c'est une vraie question qui dépasse la mobilité, c'est-à-dire être lisible, transparent, avoir une porte unique et non pas 15 portes d'entrée. Ça fait 20 ans qu'on cherche à le construire, hein. Depuis la création des clics en 2001, ou 2002, Stéphane saura mieux que moi, mais c'est à peu près par là. Et ça fait 20 ans qu'on cherche le guichet unique qui permet que ça soit transparent. Pour l'instant, on l'a pas trouvé. Si je vous dis centre local d'information et de coordination, rien qu'en vous le disant, vous n'allez pas le retenir. Non, voilà. Mais pourtant, clic, ce sont les clics. Oui. Et pourtant, la clique, on peut se dire qu'on peut avoir le déclic, comme ça, on peut jouer sur des mots si vous voulez. Il faut en faire de la communication. Il faut absolument qu'on communique dessus. On vienne vous voir pour nous aider. Non, mais ça pourrait. Effectivement, est-ce qu'il y a un manque d'information? C'est peut-être une piste pour. On en parlait tout à l'heure pour la CNSA, peut-être de communiquer, rien que ça. C'est une question qui est ancienne. La difficulté que l'on a et qui est au cœur aussi de notre discussion, c'est la variabilité des territoires. C'est-à-dire que les territoires ne se ressemblent pas et le besoin des personnes sur un territoire n'est pas le même. Et ce n'est pas simplement une catégorie, on va faire rural, périphérie, ville et c'est réglé. Oui. C'est que chaque territoire a son histoire, a sa manière de se déplacer, a sa manière de se distraire, d'utiliser les services, y compris les loisirs et tout, qui est différente en fait. Il faut que ça soit personnalisé, s'adapter. Mais ça, c'est vrai qu'on C'est pour ça que le diagnostic territorial mobilité reste intéressant. Parce que sur un territoire particulier, quelle est la bonne manière d'offrir la réponse à un besoin? Et c'est ce que vous a demandé d'ailleurs la métropole de Lille. Alors on en est... C'est très intéressant effectivement qu'une métropole s'intéresse à cette question de la mobilité des personnes âgées. C'est effectivement des questions qui se posent au niveau local et peut-être que ça devrait aussi infuser et inspirer au niveau national, certainement. Mais vous parliez juste... Oui, parce que vous me disiez qu'effectivement, il faudrait mieux communiquer et en même temps, au cœur de votre enquête, de votre étude, il y a les baby-boomers. On pourrait se dire qu'ils sont quand même... déjà informés, et ce n'est pas le cas. Alors, les baby-boomers, c'est une génération qui ne fait rien comme les autres, qui effectivement est bien sûr connue à l'origine de mai 68, mais dans toute leur pratique, les choses se passent un petit peu différemment. C'est une génération qui a bénéficié des 30 Glorieuses et qui effectivement est à l'origine, dans sa grande majorité, du rêve périurbain. Et du tout-voiture aussi. Et du coup, mais oui. Qui dit périurbain dit tout-voiture. Effectivement, on l'a un petit peu dit ce matin. Et donc, on peut s'attendre à ce que cette génération, qui maintenant, les premiers ont 75 ans, 76 ans, ne vieillissent pas de la même manière que les autres. Et donc, c'est en cela qu'il faut vraiment se poser des questions, et d'où l'importance de l'enquête pour comprendre concrètement ce qui se passe. On a dit tout à l'heure faire de la communication. Oui, c'est nécessaire auprès des personnes âgées elles-mêmes, mais sans doute aussi auprès de leurs proches. Parce que moi, j'aimerais tirer vraiment un coup de chapeau, tout particulier, aux parents, aux enfants et aux descendants et aux conjoints également des personnes âgées qui sont en situation de difficulté par rapport à leur mobilité. Aujourd'hui, ce sont les familles qui prennent en charge tout ce qui est véhiculé à droite, à gauche. C'est la plupart du temps, les personnes âgées se tournent vers leurs proches. Sauf que, on parlait des baby-boomers, les descendants de ces baby-boomers, leurs enfants, leurs petits-enfants, n'habitent plus forcément
à proximité, c'est-à-dire dans le même village ou dans la même ville ou même dans la même région que les aînés. Et donc ça, c'est un vrai souci. C'est comment fait-on avec des personnes qui parfois se retrouvent isolées, tout simplement parce que leur réseau familial s'est éloigné. Et là, il n'y a personne pour prendre le relais dans ces cas-là, justement, où elles attendent qu'il y ait quelqu'un, ou comment il faut bien qu'elles se débrouillent, ces personnes-là. Donc comment ça se passe? Elles vous l'ont dit? Alors oui, certaines sont capables de prendre des décisions, des initiatives et d'anticiper une autre mobilité. On a beaucoup parlé de mobilité quotidienne ce matin. Je pense qu'il faut aussi aborder la question de la mobilité résidentielle. Elle est importante, elle fait partie de la donne. Un certain nombre de personnes qui sentent que ça va devenir difficile de continuer à vivre, par exemple, dans un pavillon périurbain, se posent la question de se rapprocher des centres-bourgs. D'ailleurs, entre parenthèses, les centres-bourgs des villes moyennes ont une vraie carte à jouer dans les années à venir. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus accessibles Oui, parce qu'elles ont encore la totalité des services de base dont on a besoin, à savoir des services publics, mais aussi des services marchands, des services culturels et cultuels. Ça me semble important de le rappeler. Les villes moyennes ont vraiment une carte à jouer là-dessus, parce que précisément, les personnes âgées font partie de ces personnes qui sont très souvent effrayées de se rendre dans les cœurs des métropoles. Très souvent, les villes-centres des métropoles font peur. On pourrait même parler de processus d'éviction des villes-centres. Les personnes âgées nous relatent leur peur de se rendre par exemple en voiture au cœur de l'île, tout simplement parce que le stationnement, ça suppose de faire un créneau. L'essence de circulation, oh, m'en parlez pas, ça change tout le temps. Puis là-bas, ils ont des vélos qui circulent à contresens. Vous voyez, oui, la ville change trop vite, les cœurs de ville changent trop vite pour les personnes âgées. Et ça les amène à fréquenter des zones d'activité périphériques. D'accord. Et là, parce que juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que la voiture en plus est de plus en plus mise hors du centre-ville. Donc j'imagine que ce sont des personnes qui utilisent leur voiture, qui veulent d'abord prendre leur voiture avec ce confort-là. Tout à fait. Elles veulent très souvent, notamment les personnes issues du baby-boom, sont très attachées à continuer à conduire, effectivement. Et pour revenir en tout cas sur les résultats de notre enquête, on a été surpris de constater que les personnes âgées qui, malgré tout, sont obligées parfois d'aller dans les cœurs de ville, sont très utilisatrices des parcs relais. Donc utiliser un premier mode de transport pour aller jusqu'à un parking et ensuite prendre un transport en commun. Et on a été surpris de voir à quel point même des parkings de supermarchés étaient détournés pour pouvoir faire office de parc relais. Donc voilà, une des propositions qu'on peut faire très concrètement à des collectivités, c'est avez-vous des parcs relais? Parce que les personnes âgées sont très utilisatrices de ce genre de choses. Voilà, ça c'est un point. Voilà, ça c'est très concret, on n'y avait pas pensé. Oui, mais c'est vrai qu'au début, ils n'ont pas été créés pour voilà, effectivement cet usage. Gilles Berru, justement, vous aussi, de votre expérience au sein de ce gérontopole, est-ce que vous voyez aussi cette disparité? Est-ce que vous soulignez, quand on en a discuté, les femmes qui se retrouvent souvent seules parce qu'elles ont perdu leur mari ou parce qu'il ne peut plus conduire? Est-ce que ça, c'est des données qui doivent être aussi prises en compte? Oui, parmi d'autres. La question, en fait, c'est que d'un côté, on a un mouvement qui est majeur, qui va nous occuper jusqu'à la fin du siècle et qui va changer vraiment notre société. Vous avez des villes comme les Sables d'Olonne, 65% des personnes ont plus de 65 ans. Quel est le pourcentage de personnes âgées dans 10 ans? Donc, on est sur une rupture qui est importante. Et à côté de ça, on va parler d'expérience, de tentatives d'essai, de quelque chose sans lien entre elles. On va financer telle action, etc. Et il n'y a pas d'idée systémique pour une question systémique. Et donc, ça ne passera que par des outils qui permettent d'évaluer le besoin de mobilité et d'autre part, qui permettent de faire un diagnostic prospectif du besoin de mobilité, d'offres de mobilité. C'est-à-dire, Gilles Berru, vous travaillez à une boîte à outils qui pourrait être ensuite on a d'abord, pendant 15 ans, travaillé aux diagnostics territoriaux
qui concernait l'énergie, qui concernait l'habitat et qui concernait la mobilité et d'ailleurs aussi l'activité culturelle. Et dans le champ de la mobilité, on s'est rendu compte que nous n'avions pas à disposition les outils pour créer une démarche systémique de contractualisation avec la région qui, avec la loi orientation mobilité et avec d'autres collectivités territoriales, ont maintenant légitimité à intervenir là-dessus. Et donc, il faut prendre la mesure systémique de la question pour des réponses qui sont non seulement globales au niveau du territoire, mais qui rendent compte de la particularité de ce territoire. Et c'est ça l'articulation. Oui, c'est global, mais dire, personnalisé. Ah ben là, on a fait un transport solidaire, c'est sympa. Ah ben là, on a contractualisé avec un taxi. Tout ça, c'est sympathique. Et on peut, comme ça, financer une action. Mais c'est pas assez... Mais au regard de l'enjeu, on n'est pas sur la même ligne. Aujourd'hui, il faut qu'on inscrive de manière normale dans les contrats entre les territoires et la région, qui a légitimité pour cela, un contrat développement mobilité sur un territoire. Et dans ce cas-là, les outils que nous faisons avec d'autres, je pense à l'Action Ville Amie des Aînés qui fait un travail excellent de diagnostic, d'accompagnement des territoires, puissent construire des outils qui soient repris par la loi comme quelque chose qui soit la préparation de notre société à un changement de mobilité de la population pour plus de 50% d'entre elles. Alors peut-être que ça va faire réagir tous ceux et celles qui nous regardent à travers la France et peut-être qu'ils auront des questions à vous poser sur ce plan-là. Alors justement, vous, quelles pistes? Alors vous nous avez donné déjà quelques petites pistes de réflexion, mais votre étude, par exemple, aussi pourrait permettre de donner des éléments pour peut-être que ça pourra s'adapter à Paris ou à Lyon. Pour vous, quelles sont les autres pistes importantes qu'il faut mettre en avant pour ces baby-boomers et pas seulement? Et pas seulement, tout à fait. J'aimerais vous en donner 3, si j'ai le temps. D'abord, je pense qu'il y a un véritable travail d'anticipation des bouleversements du vieillissement qui doit se faire bien plus tôt. Vous êtes d'accord? Voilà. Il y a, dans certains pays, vous savez, dès 65 ans, vous arrivez à la retraite, on vous distribue un fascicule ou un mini-guide sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va être la retraite pour vous. Et dans la liste des choses qu'on décrit, on vous explique qu'il y a des associations, vous pouvez vous investir, etc. Puis on vous parle aussi, on commence à aborder le fait qu'il y a un moment où vous serez dépendant. Et on commence à vous préparer à cela. Et je crois qu'en France, c'est peut-être quelque chose qui manque encore. On n'a pas assez, on n'aide pas assez les personnes à anticiper l'avenir, à se projeter, et du coup à être actrices de ce qu'elles seront 10 ans plus tard. La deuxième proposition, c'est très concret, c'est issu des résultats d'enquête. Une personne qui me dit, vous savez, vieillir, c'est voir son réseau amical s'étioler. Effectivement, on a des amis qui sont de moins en moins nombreux, du même âge, et qui sont parfois localisés dans des établissements qui ne sont pas les mêmes que le sien. Et c'est un vrai problème, parce que finalement, on n'en a plus beaucoup des amis, on aimerait bien les voir. Et comment on fait pour aller d'un établissement à l'autre? Eh bien, si toutes les métropoles se posaient 5 minutes la question de savoir où sont les établissements où des personnes âgées résident, résidence autonomie, EHPAD. Et si on mettait une navette qui permettait simplement de desservir, ou une ligne de bus classique, on n'a pas besoin de faire une navette spécifique pour personnes âgées, mais qu'une ligne de bus classique sans changement permette de desservir l'ensemble de ces établissements avec des véhicules adaptés, avec des arrêts de bus qui seraient situés devant la résidence autonomie. Alors oui, on rendrait un vrai service à ces personnes. Troisième proposition, si j'ai le temps. Bien sûr, on va prendre le temps. C'est bien d'avoir des propositions pour avancer sur ce point. On parlait tout à l'heure d'anticipation. Une des personnes que nous avons rencontrées, qui n'avait pas d'enfant, a pris l'initiative d'elle-même, ce qui est assez rare, de déménager dans une résidence autonomie en prenant le terme résidence autonomie au pied de la lettre. Elle a déménagé d'elle-même dans une résidence autonomie, alors même qu'elle continuait à conduire, à avoir ses activités, etc. 1 an après, on la réinterroge. Et elle me dit « Ah, je m'en vais. Je ne veux surtout pas rester là-dedans. » On nous infantilise. Donc là, il y a un travail à faire,
effectivement, pour que les résidences autonomie le soient vraiment. Cette personne n'a pas eu la possibilité d'avoir simplement une place de stationnement pour sa voiture. Elle conduisait, pourquoi elle n'aurait pas... En quoi le fait d'habiter dans une résidence autonomie doit impliquer l'arrêt de la conduite? Pas forcément. C'est ça, c'est Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait ce matin. Il faut que ça soit progressif et pas d'un coup on passe d'un état à un autre et sans discussion. Et là-dessus, voilà. on a vraiment un gros effort à faire de manière à ce que les résidences autonomie le soient vraiment, tout simplement, et qu'elles donnent envie du coup d'y aller. Et dans ce cas-là, on aurait quelque chose de plus... ce serait moins cette image répulsive finalement du mouroir qui viendrait en tête quand on désigne ces établissements. Là, bon, pour ces propositions. Alors, est-ce que Laurent, on va retrouver Laurent qui est donc se fait l'ambassadeur de tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, nous regardent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des réactions de notre comité scientifique et autres? Alors, porte-parole pour l'instant, parce qu'ambassadeur, je n'ai pas encore été désigné. Sekera Ispa, qui est professeur à l'Institut universitaire de Lisbonne, pose une question qui est presque un programme présidentiel. Hein. Comment envisager une vraie mobilité à la campagne? Voilà, c'est une question qui est sur la table. Peut-être vous ne suffirez pas à y répondre à vous trois là, mais en tout cas, au cours de l'après-midi, on va essayer. Et puis, parmi les parties prenantes, une question qui sans doute résonnera de la même manière. Je vous laisse la parole. Merci. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage, mais qui va dans le sens de tout ce que vous venez de dire, puisqu'on parle beaucoup de territoire. Je suis maire d'une commune de 1400 habitants, à 32 km exactement d'ici, qui a la particularité de n'avoir aucun commerce et d'avoir, disons, à peu près une centaine de personnes de plus de 75 ans. Aucun ne prend le transport en commun. Pourquoi ? C'est très simple, les marches sont trop hautes, c'est impossible, c'est anxiogène, c'est agressif, les transports en commun aujourd'hui. La communauté urbaine met en place le transport à la demande, mais en fait, c'est juste pour faire du rabattage sur les gares, et notamment demain sur les futures gares Éole. Mais les personnes âgées ne vont pas à Paris. Leur problème n'est pas d'être rabattus sur la gare. Leur problème, c'est d'aller au marché, c'est d'aller chez le médecin, c'est d'aller voir ses copines. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution de mobilité qui leur est proposée alternativement à la voiture. Ils ont tous leur voiture dans leur garage, c'est un village de pavillons. J'ai juste à descendre l'escalier, j'ai le temps de m'installer dans ma voiture. Aujourd'hui, c'est impossible, dans le système actuel, d'amener à des changements de comportement. Écoutez, deuxième témoignage, vous allez voir, mais ça va vous intéresser. Je fais partie de la commission de délégation de services publics de la communauté urbaine. Nous avons été amenés à définir les nouveaux opérateurs de transport sur le territoire. Je n'ai rien vu en ce qui concerne la mobilité des seniors. C'est-à-dire que l'avenir n'est pas du tout anticipé. C'est là qu'il faut agir. Voilà, merci. Merci, oui, effectivement, et Gilbert Rue, vous connaissez ce cas-là. Les deux interventions se rejoignent et je vous remercie pour ce témoignage parce que voilà, l'offre n'est pas vue en fonction des besoins. L'offre, c'est un transport qui nourrit un autre transport. Voilà, c'est le transport par le transport. Et finalement, le besoin de la personne n'est pas au centre de la question. Sur le cadrage général de la mobilité dans une petite ville avec peu de commerce, ou à la campagne pour l'universitaire de Lisbonne, en fait, on s'oriente, il y a trois grands champs, au-delà des transports en commun habituels, qui ont quand même un volant d'amélioration sur ce champ-là qui est faible, étant donné les coûts et les lourdeurs d'un transport en commun traditionnel. On ne change pas des lignes de transport comme on veut pour faire des zigzags avec plein d'arrêts, c'est très compliqué. Il y a les transports qui sont individualisés et solidaires. Et dans ce cas-là, c'est évidemment une association qui participe au service public. Ou un transport individualisé, privé, sous contrat avec la collectivité, où là, on met les conditions de ce contrat, ce qui permet, avec une aide de la mairie, de faire baisser les coûts. Et donc, on peut prendre un taxi pour 5 € pour aller voir une copine, sans que ça soit compliqué, et c'est à l'heure qui nous intéresse. Mais évidemment, la course va coûter 15 €, et donc c'est un ajustement qui va se faire avec soit la communauté urbaine, soit la collectivité, comme on peut faire d'ailleurs pour certaines écoles, où finalement il y a une participation publique. Et puis le troisième champ,
de ces mobilités, ce sont les organisations par quartier ou par zone pour des transports partagés, avec évidemment l'aide des plateformes numériques. Je n'évoque pas là les alternatives à la mobilité en ville, là je parle de la campagne. Mais avec ces trois champs-là, ce n'est pas très compliqué de mettre en face, et j'ai fini, le besoin d'une population, et ils savent très bien s'exprimer sur ce qu'ils veulent, l'offre que l'on peut faire sur un territoire, et de créer à partir de ça un contrat territorial de mobilité, et que le territoire puisse discuter avec ses interlocuteurs, le département, discuter avec la collectivité urbaine ou l'agglomération quand ça existe, et la région encore une fois. Les solutions existent, mais il faut vraiment qu'elles se généralisent. Et pour l'avenir, parce que peut-être qu'on ne va pas l'évoquer après, il y a quand même une question majeure qui va changer toute la donne et qui fera qu'on ne se posera plus de questions sur l'aptitude à la conduite, c'est la voiture autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un plan de développement voiture autonome, ce n'est pas si utopiste que ça, qui s'arrête au niveau 3. Or, c'est pour des raisons de prudence qui n'a absolument aucune autre justification, puisque quand on parle avec les ingénieurs, notamment du CEATEC, qui est l'organisme qui fait le logiciel pour tous les constructeurs automobiles, ils sont prêts à faire le niveau 4. Et la question qui est posée, c'est l'aménagement des chaussées pour que ces voitures autonomes fonctionnent. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas de plus fort volant de croissance de l'économie que les constructions publiques, c'est keynésien. Et donc, il y a, à mon avis, l'hypothèse de la voiture autonome qui doit être en arrière-fond de nos réflexions sur la transition démographique, et on ne doit pas le mettre de côté en disant que c'est purement de la science-fiction. Non, c'est pas exactement comme ça que ça a été. C'est vrai qu'on l'a abordé ce matin et c'est vrai que c'est une piste extrêmement intéressante. On a peu de temps, Laurent. Est-ce qu'il y a un autre point Une toute dernière réaction de Nassim Moussi, qui est architecte, qui pose la question du grand âge dans les quartiers prioritaires de la ville. Quels instruments, quelles réponses mettre en place contre l'exclusion et la précarité de mobilité? C'est une expression qui est intéressante. Précarité de mobilité. Quel type de transport solidaire pour remplacer l'autosolisme, c'est-à-dire l'automobiliste tout seul dans sa voiture? Joël Messonnier, est-ce qu'effectivement il y a des pistes de réflexion? Alors moi je pense qu'effectivement il y a des pistes qu'il faut parfois aller chercher à l'étranger. Je pense notamment à des associations aux États-Unis qui font en sorte que ce sont les jeunes personnes âgées qui ont du temps, parce que jeunes retraités, prennent en charge la mobilité des plus âgés. Et donc du coup, il y a une forme finalement de service et on gagne des points qu'on peut réutiliser pour soi-même plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc ça, c'est une initiative qui a été proposée aux États-Unis et qui est sur le principe de la solidarité entre les semi-générations, hein, les jeunes retraités qui viennent dans l'assistance à la mobilité. Je crois qu'effectivement, il y a des idées à aller chercher. Moi, je crois qu'il faut quand même retenir une chose. Je ne vais pas commenter la question du véhicule autonome, mais parlons simplement de changer de mode de transport. Ça ne se fait pas simplement. Ça suppose de changer de mode de vie. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut communiquer, qu'il faut être beaucoup plus clair sur le fait qu'il y a besoin d'un accompagnement à ce changement de mode de vie. Oui, effectivement, si on n'a plus la voiture, on n'a plus le coffre. Ça suppose peut-être de faire des courses plus souvent. Voilà, ça sera la conclusion de cet échange. Merci à tous les deux, puisque vous nous avez vraiment montré qu'il y a des pistes. Hein. Il y en a plein. Vous nous dites qu'il faut peut-être être mobile, mais très mobile, et peut-être mettre un petit coup d'accélérateur pour mettre en place toutes les pistes que nous venons d'évoquer et toutes les autres pistes que nous allons évoquer. Mais ça se rejoint, hein, vous allez voir, avec donc cette nouvelle table ronde, ce nouveau débat avec Laurent Bazin. Merci à vous deux, messieurs.